Salut guys, moi c'est Phil. Aujourd'hui, on installe votre kit REE. Les installations solaires dans les vannes, ça peut faire peur, il y a beaucoup de fils, beaucoup d'appareils, on ne sait pas trop qu'est-ce qui fait quoi, mais en réalité, c'est assez simple. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on part des appareils encore dans leur boîte à un kit installé et ajusté selon vos spécifications. J'ai séparé la pose de votre système solaire en 3 étapes, donc la pose des panneaux, passer les fils, puis connecter et régler les appareils. Alors pour la pose des panneaux, la première étape, c'est de choisir comment vous allez les fixer. Si vous avez un toit en métal ou un toit en fibre, je vous recommande d'utiliser de l'uréthane, donc du Sikaflex 291 ou du 3M 5200. Moi, j'ai souvent utilisé personnellement le Sikaflex, j'ai des bonnes expériences avec. Libre à vous d'essayer d'autres uréthanes si vous voulez. Une autre différence entre les deux, c'est que le Sikaflex va prendre beaucoup plus vite que le 5200 de 3M. Donc, si vous êtes court dans le temps, je vous recommande de prendre le Sikaflex. Si vous avez un toit en TPU, le TPU, c'est une petite membrane qui est souvent utilisée sur les gros VR, les motorisés avec le moteur intégré. Là. Je pense que c'est de moins en moins courant, mais si c'est ça que vous avez, vous ne pourrez pas utiliser de l'uréthane parce que ça colle pas dans le fond. J'essaie de mettre ça compliqué, là, mais en gros, là, ça ne va pas coller. Fait que vous êtes obligé d'utiliser des vis. Puis, pour faire l'étanchéité, vous pouvez utiliser une bande de butyl entre le panneau solaire et votre toit. L'option la plus simple, si vous avez un toit en TPO, ça va être d'utiliser des braquettes ou un rack de toit. Vous pouvez aussi utiliser un rack de toit sur un toit en métal ou en fibre de verre, mais gardez en tête que vous allez devoir percer à travers votre toit. Ça va aussi ajouter du poids dans le haut de votre véhicule. Vous allez donc perdre un peu de manœuvrabilité, vous allez être un peu moins stable, surtout dans les courbes où vous allez avoir l'impression que le véhicule tient un peu moins bien la route. Ça va aussi augmenter la hauteur totale du véhicule et donc réduire le nombre d'endroits où vous pouvez passer librement, ainsi que augmenter votre consommation d'essence. J'étais à El Campo en fin de semaine, puis j'ai essayé de voir c'était quoi la proportion des gens qui collaient leurs panneaux directement sur leur toit puis ceux qui utilisaient un rack. Je vous dirais que c'est assez proche. Avant, c'était plutôt rare que les gens collent leurs panneaux directement, mais ça me semble gagner assez rapidement en popularité. La raison que j'entends le plus souvent pour installer un rack, c'est que les gens ont simplement pas confiance à l'uréthane. Mais comme je vais vous montrer dans l'exemple suivant, l'uréthane est amplement assez forte pour garder vos panneaux en place sur votre toit. J'ai pris un angle d'aluminium ainsi qu'un 2x2 en bois, puis j'ai essayé d'en faire une barre d'exercice. J'ai demandé à un jeune homme en excellente forme d'essayer de s'y suspendre pour voir si ça pouvait soutenir son poids. Après un petit peu d'hésitation, l'expérience était finalement concluante. Fait qu'environ 20 pouces carrés d'uréthane ont réussi à supporter environ 170 livres. Si on applique cette force-là à la surface qui est entre les panneaux et le toit, on obtient plus que 650 livres. C'est donc amplement suffisant pour garder vos panneaux sur votre toit. La deuxième étape, ça va être de choisir l'emplacement de vos panneaux. Ça va être à faire selon la longueur, la largeur de votre toit ainsi que la forme. Il y a des panneaux qui vont avoir des courbes, souvent pour laisser s'écouler l'eau quand il pleut. Il y a certains panneaux aussi qui vont avoir des genres de ribs sur le dessus, par exemple les Sprinters, les ProMaster. En plus de la longueur et la largeur de votre toit, si vous avez des objets qui sont déjà présents, comme un fan ou une antenne, en règle générale, on va recommander d'avoir au moins la hauteur de ces items-là en distance entre cet item-là et votre panneau. Donc, si vous avez un fan d'une hauteur de 20 cm, on va recommander que vos panneaux soient au moins à 20 cm du fan. On va maintenant regarder l'exemple d'un Sprinter où on va installer 4 panneaux de 170 watts. C'est un cas assez typique d'un toit avec une courbe et avec des ribs, puis on va essayer de garder le centre de gravité de tout ça le plus bas possible. On installe 4 panneaux au lieu de 2 sur cette vanne-là parce qu'elle va être utilisée comme atelier puis va donc souvent utiliser des appareils qui demandent beaucoup d'électricité. Une méthode très efficace dans ce cas-ci, c'est d'utiliser un tube d'aluminium de 1 pouce par 1 pouce de chaque côté de la vanne pour surélever le panneau juste assez pour accommoder la courbe qu'il y a dans le milieu du toit. Ça permet aussi à l'air de circuler en dessous des panneaux pour les refroidir quand il fait très chaud. C'est extrêmement important de bien laver les deux surfaces qui vont être en contact avant d'apposer l'uréthane. Le plus facile pour ça, c'est de mettre un peu d'acétone sur une serviette puis d'essuyer les deux surfaces avec vigueur. Dans le cas ici, on va faire ça 2 fois, une fois pour coller les tubes d'aluminium sur le toit, puis une fois pour coller les panneaux sur les tubes. Si vous avez juste 2 panneaux, la connexion recommandée est une connexion en série. Vous avez simplement à connecter le plus et le moins d'un de chaque panneau ensemble, et le plus et le moins qui restent vont directement à votre contrôleur MPPT.
Pour un setup à 4 panneaux, ça prend 2 séries de 2 panneaux. Les 2 panneaux de gauche sont donc en série et les 2 panneaux de droite sont en série. Ces 2 séries-là, gauche et droite, sont ensuite connectées en parallèle avec un connecteur en Y. J'ai dû faire 2 rallonges pour finaliser la connexion des panneaux de la série de gauche au connecteur en Y, puis j'ai aussi dû faire une rallonge du connecteur en Y jusqu'à mon contrôleur MPPT situé dans la vanne. Pour faire une rallonge, coupez un fil de la bonne longueur, puis dénudez-le de chaque côté. Ensuite, on va appliquer un connecteur femelle d'un côté du fil, ainsi qu'un connecteur mâle de l'autre côté du fil. Pour ce faire, utilisez la pince bleue qui vient avec le kit et utilisez le plus gros trou ou le trou 6. Maintenez le connecteur en place comme suit, insérez le fil, puis serrez la pince. Assurez-vous que la connexion est bien forte en tirant des deux côtés. Insérez ensuite le connecteur femelle sur une extrémité du fil et faites la même chose pour le côté mâle. Assurez-vous de bien entendre un clic quand vous insérez les connecteurs. Faites ensuite vos connexions et serrez les deux extrémités des connecteurs à l'aide des outils qui viennent dans le kit. Vous allez ainsi faire mordre les petites dents à l'intérieur du connecteur pour bien assurer la force du fil et vous allez également créer l'étanchéité. Pour défaire les connexions, utilisez l'autre bout des outils qui viennent avec le kit solaire et enfoncez-le à la moitié du connecteur. Pour installer la boîte de connexion, faites 2 trous dans votre toit qui ont au moins la grosseur de votre fil. Comme dans la vidéo, essayez de changer l'angle de la drille un peu pour que le métal soit moins coupant. Fiez-vous à l'espace entre les 2 trous dans la boîte de connexion pour choisir l'espacement entre les 2 trous que vous faites dans votre toit. Utilisez une mèche pour enlever toutes les aspérités qu'il y aurait dans le métal qui pourraient couper vos fils. Passez ensuite les fils à travers le toit et à travers la boîte en vous gardant une distance suffisante pour appliquer les connexions. Vissez les connecteurs afin que le fil soit bien maintenu en place ainsi que pour faire l'étanchéité. Appliquez de l'uréthane sur les trous que vous avez percés dans votre toit ainsi qu'en dessous de la boîte de connexion. À l'aide d'un gant, redistribuez l'uréthane que vous avez appliqué pour que l'entièreté de la surface entre le toit et la boîte de connexion soit bien couverte d'uréthane. Quand vous allez finalement appliquer la boîte sur le toit, ça va faire bouger l'uréthane. À l'aide du gant, assurez-vous que l'uréthane couvre quand même l'entièreté des fils une fois que la boîte est sur le toit. Pour maintenir le tout en place pendant que l'uréthane prend, utilisez du masking tape dans les deux directions. La deuxième grande étape, et selon moi la plus difficile, ça va être de passer les fils. Quand je dis passer les fils, je veux dire prendre les fils de vos lumières, de votre pompe à eau, des panneaux solaires, pour que tout ça se rende jusqu'à votre boîte électrique. Encore une fois, c'est beaucoup du cas par cas. Ça va dépendre de si vous utilisez un mur collé contre la surface du van ou si vous voulez passer vos fils directement dans le métal. Quelques petits trucs comme ça, je recommande de vous acheter un passe-fil. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, ça va vous aider dans les espaces restreints. Vous pouvez aussi utiliser de la colle chaude quand vous devez maintenir les fils en place, ou bien, si vous coupez à travers le métal et vous ne voulez pas que les fils frottent et se coupent, vous pouvez aussi utiliser de la colle chaude dans ce cas-là. La troisième et dernière étape, ça va être de connecter tout ça. En fait, on va commencer par s'assurer que vous avez bien tout reçu. Vous devriez donc avoir un ondulateur de 3000 watts, un contrôleur MPPT de 40 A, un chargeur DC-DC de 40 A également, 2 batteries au lithium de 12 volts et 200 Ah, une boîte de fuse avec 12 sorties, un breaker de 300 A, un breaker de 60 A, des connexions MC4 1 à 1 pour vos panneaux solaires,
des connexions MC4 2-1 pour vos panneaux solaires et un kit de crimp pour connecter les appareils ensemble. Vous devriez aussi avoir 72 pieds de fil 10 AWG pour les panneaux solaires, 4 fils 2.0 AWG pour connecter directement aux batteries, un kit d'outils pour faire les connexions, 40 pieds de fil 14 par 2, un outlet de 30 A pour vous connecter au Shore Power, un chargeur USB avec indicateur de voltage rouge et un bleu, et finalement un multimètre. Une fois que vous vous êtes assuré que vous aviez tout, je vous suggère de commencer par une simulation avec du masking tape pour vous assurer que tous les appareils rentrent bien dans l'espace où vous voulez les mettre. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez enlever le tape puis commencer à poser vos appareils. On va commencer par l'ondulateur. La première étape, après l'avoir mis en place, ça va être d'enlever les protections et d'enlever les écrous. Suite à ça, vous pouvez apposer les câbles les plus longs de grosseur 2.0. Après avoir mis le câble sur la lug, vous pouvez y apposer le washer et l'écrou. Vous allez ensuite utiliser une clé de grosseur 14 pour serrer les écrous. Pour atteindre la bonne force dans les écrous, on recommande de les serrer à la main ou très doucement avec la clé et ensuite d'y ajouter un quart de tour. Répétez les mêmes étapes avec le câble négatif. Replacez ensuite les protections pour les deux pôles. Dans cette installation-ci, je vais utiliser les poignées que j'ai trouvées chez Canac pour maintenir les batteries en place. J'appose donc la première à une distance suffisante de l'ondulateur, puis après je vais utiliser une batterie pour bien mesurer la distance avec la deuxième poignée. Je vais refaire la même chose pour la troisième poignée. Une fois tout ça en place, vous pouvez utiliser le styromousse qui venait dans les boîtes des batteries, puis en mettre un morceau entre les deux. Ça va aider à ce que les batteries ne soient pas trop serrées une contre l'autre une fois que vous allez serrer le ratchet strap. On peut maintenant passer à l'installation du chargeur MPPT. Il vient avec un petit carton qui va vous aider à marquer les vis qui vont soutenir le chargeur MPPT. Je recommande toujours d'utiliser des vis en stainless pour les installations dans les vannes. Vous pouvez maintenant installer les vis et apposer le chargeur. Quand vous installez les breakers, assurez-vous de ne pas trop serrer les vis pour ne pas affecter leur fonctionnement. Pour le reste de l'installation, gardez les deux breakers en mode ouvert. On installe ensuite la boîte infusible et le chargeur DC-DC. Vous devriez maintenant avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. En fait, il devrait avoir beaucoup plus de fils qui traînent. Ouais, ça c'est plus réaliste. Vous remarquerez ici que j'ai doublé le fil positif et négatif du DC-DC. En effet, normalement, pour transporter 40 A sur environ 20 pieds, on aurait utilisé un fil de grosseur 8. Mais pour réduire le nombre d'outils et de crimps différents que vous allez devoir utiliser, je préfère simplement doubler un fil de 10 qui, au final, vont transporter plus de courant ensemble que juste un fil de 8. J'ai aussi bien identifié mes fils de panneaux solaires pour ne pas me tromper avec les fils du DC-DC. J'ai également identifié les fils pour les appareils qui vont consommer de l'énergie, donc votre Webasto, la glacière, les lumières et les autres appareils si vous en avez. Voici un schéma de toutes les connexions qu'on va faire. Si vous regardez bien, vous pouvez voir que le contrôleur MPPT est connecté directement sur les batteries. C'est un choix personnel que j'aime faire pour garder mes batteries chargées tout en déconnectant le reste de mes appareils qui consomment de l'énergie, mais si vous voulez, vous pouvez le brancher à la même place que le chargeur DC-DC sans aucun problème. Vous pouvez également voir qu'il y a 3 grosseurs de fils. Les gros fils, c'est du 2.0, les fils moyens, c'est du 10, puis le petit fil, ça va être du 14. Vous pouvez également voir que les terminaisons sont pas toutes les mêmes. Des fois, on va dénuder environ 3/4 de pouce du fil pour le connecter directement dans un appareil ou dans un breaker, et d'autres fois, on va utiliser un crimp M4, M6, M8 ou F. On va y revenir quand on va faire notre première connexion. On va commencer par les connexions des panneaux solaires au chargeur MPPT. Je vais d'abord m'assurer que j'ai le bon fil dans les mains, puis je vais ensuite le couper à la bonne distance pour rentrer dans le breaker. Je vais ensuite imiter le trajet que le fil va faire de l'autre côté du breaker jusqu'au contrôleur MPPT, puis je vais le couper également à la bonne longueur. Vous allez maintenant devoir utiliser l'outil jaune pour enlever la gaine du fil à la longueur recommandée. L'outil ressemble à ça.
Il y a 3 trous qu'on peut utiliser, un 6, un 4 et un 2.5 qui correspondent à du 10, du 12 et du 14. Pour le cas de celui-ci, c'est du 10, donc on prend le plus gros des 3 trous. On s'assure qu'on a la bonne distance et on appuie. Après avoir coupé le fil négatif du panneau solaire à la bonne distance, vous pouvez le dénuder à l'aide de l'outil jaune, puis faire la même chose avec les fils rouges. Vous pouvez ensuite enlever les protections du breaker de 60 A, dévisser les connexions à l'aide d'une clé Allen de grosseur 3 et y insérer les fils après les avoir fait passer à travers les protections. Pour serrer les connexions avec la bonne force, serrez doucement avec le côté long de la clé Allen jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis ajoutez un quart de tour avec le côté court. Vous pourrez ensuite remettre les protections à leur place. Assurez-vous que vous avez assez serré les connexions en tirant sur les fils de chaque côté assez fort pour vérifier s'ils ne bougent pas. On va maintenant installer les crimps sur les fils doubles du chargeur DC-DC. Vous devriez avoir connecté le fil noir sur le châssis ou sur le pôle négatif de la batterie du moteur et avoir connecté les fils positifs directement sur une sortie protégée par une fuse de la batterie. Dans le cas du Sprinter, vous pouvez simplement utiliser les sorties existantes. Si vous n'avez pas de sortie, vous pouvez simplement acheter un fil avec une fuse intégrée. Je vais laisser un lien dans la description. Notez que quand on installe une connexion de type crimp, on va seulement dénuder 3/8 de pouce du fil pour y apposer le connecteur. Voici les 4 connecteurs qu'on va utiliser. Le F, le M4, le M6 et le M8. On va utiliser la pince à sertir bleue pour apposer ces connecteurs-là. Comme la pince jaune, la pince bleue a 3 trous, le 6, le 4 et le 2.5, encore une fois qui correspondent au 10, au 12 et au 14. Pour tous les connecteurs sauf le F, on va utiliser le plus gros trou, donc le trou 6. Pour appliquer le connecteur sur un fil, commencez par le maintenir en place dans le bon trou, tel que montré dans la vidéo. Insérez ensuite le fil dans le trou du connecteur et commencez à serrer la pince. Une fois que vous avez commencé à serrer, le fil va être maintenu en place puis vous pourrez maintenant utiliser vos 2 mains pour appliquer la force nécessaire pour bien crimper la connexion. Vérifiez ensuite si la connexion est assez forte en tirant sur le connecteur et sur le fil. Et voilà. Le chargeur DC-DC utilise des connexions M4. On va donc en appliquer une sur chaque extrémité positive. On va ensuite ajouter un heat shrink pour maintenir les 2 fils ensemble. Assurez-vous que les 2 connecteurs sont bien dos à dos. Maintenez les 2 fils ensemble avec une pince ou avec le crimp bleu, puis appliquez de la chaleur à l'aide d'un heat gun. On répète maintenant le processus avec un second heat shrink. Attendez que le heat shrink ait refroidi un peu avant d'enlever la pince. On va répéter le même processus avec les 2 fils négatifs. Voici un aperçu des connexions qu'on va faire. Donc le premier en haut, c'est la batterie du moteur positif, ensuite négatif, puis on a le D+, et le câble négatif et positif pour la batterie REE. Le D+, c'est une connexion dans votre auto qui va seulement donner 12 volts plus quand le moteur est en marche. Donc ça dépend vraiment du modèle de voiture que vous avez. Dans le cas du Sprinter, ces connexions-là sont facilement accessibles juste en dessous du banc du conducteur. Pour connecter les fils au DC-DC, enlevez simplement les vis à l'aide d'un tournevis étoile de grosseur 2, puis remettez-les en place avec le fil sur la vis. Assurez-vous de bien serrer les connexions. Vous allez maintenant faire les connexions D+, ainsi que positives et négatives du DC-DC vers la batterie. Notez ici qu'on passe par un intermédiaire, on va plutôt se connecter à la boîte à fuse.
L'objectif ici, c'est de réduire le nombre de connexions qu'il y a directement sur la batterie. Assurez-vous aussi que la longueur du fil positif et négatif du DC-DC à la batterie est de maximum 1 mètre. Aussi, gardez en tête que c'est seulement possible de faire ça quand un des deux appareils est une source et un des deux appareils est un utilisateur de courant. Dans ce cas-ci, on a un DC-DC et une boîte à fuse, donc on s'assure que le courant ne va jamais s'additionner dans le fil. Par exemple, on n'aurait pas pu combiner le chargeur MPPT et le chargeur DC-DC et utiliser juste un fil pour aller à la batterie, parce qu'on aurait dépassé le courant maximum permis dans ces fils-là. Si vous avez utilisé le fil fourni dans votre kit RE, la grosseur de votre fil D+, va être de 14. On utilise donc le petit trou de la pince jaune et un connecteur de type F. Si le connecteur reste pris dans la pince bleue après que vous ayez fait votre crimp, utilisez simplement un tournevis à tête plate et faites la technique suivante pour le déprendre. Mesurez ensuite le chemin qui va parcourir le fil négatif et le fil positif du DC-DC à la boîte à fuse. Dénudez ensuite les fils sur environ 3/8 de pouce, puis appliquez un connecteur M4 pour le côté DC-DC et un connecteur M6 pour le côté boîte à fuse. Vous allez maintenant connecter vos appareils à la boîte à fuse et la boîte à fuse aux batteries. Comme pour le DC-DC, vous allez mesurer le chemin qui va faire le fil négatif et positif de la boîte à fuse jusqu'à la batterie ou jusqu'au breaker. Vous allez ensuite appliquer un connecteur M6 pour les côtés qui sont sur la boîte à fuse, un connecteur M8 pour l'extrémité qui est sur le pôle négatif de la batterie et dénuder le fil de 3/4 de pouce, là où le fil positif rejoint le breaker. Utilisez ensuite un box de grosseur 8 pour dévisser les pôles positifs et négatifs de la boîte à fuse. Utilisez l'ordre suivant pour mettre les connecteurs sur le pôle. On parle donc ici des 2 fils, un washer et de notes. N'utilisez pas le locking washer. Encore une fois, vous pouvez serrer les notes à la main, puis finir avec un quart de tour. Vous allez maintenant couper les fils de vos appareils de la bonne longueur pour qu'ils puissent être connectés à la boîte à fuse. Sortez ensuite le fil rouge et noir de la gaine blanche en utilisant un couteau. Le plus facile pour ça, c'est de faire une incision à 4 ou 5 pouces en arrière de l'extrémité du fil, puis de sortir directement les fils. Utilisez le plus petit trou des pinces jaunes pour dénuder les fils. Utilisez ensuite un connecteur de type F dans le plus petit trou des pinces bleues et appliquez-les à chaque extrémité de fil. Connectez-les ensuite dans la boîte à fuse. On va maintenant faire les connexions du contrôleur MPPT à la batterie. Mesurez donc le chemin que vont faire les fils positifs et négatifs du MPPT à la batterie. Appliquez un connecteur M8 pour la connexion aux batteries et dénudez le fil sur 3/4 de pouce sans mettre de connecteur pour le côté du MPPT. On va maintenant connecter les fils au MPPT. Toujours à l'aide d'un tournevis étoile de grosseur 2, vous pouvez dévisser les connexions telles que montrées sur la vidéo. Insérez ensuite le fil le plus loin possible, puis resserrez la connexion. On va maintenant couper et connecter le gros fil de l'ondulateur au breaker et du breaker à la batterie. Pour accommoder le plus de styles d'installation possible, le kit vient avec un câble rouge très long que vous allez devoir couper là où est votre breaker. En serrant doucement avec les pinces rouges et en faisant quelques tours autour du fil, vous allez facilement pouvoir enlever la gaine. Enlevez ensuite la protection du breaker, puis dévissez chaque côté à l'aide d'une clé Allen de grosseur 5. Retirez l'ajustement qui se situe à l'intérieur de la connexion. Vous pouvez ensuite insérer le gros fil de l'ondulateur ainsi que le fil qui va à la boîte à fusibles. Replacez la vis et, comme d'habitude,
serrez-la à la main, puis ajustez un quart de tour avec le côté fort de la clé Allen. Faites la même chose pour l'autre côté du breaker qui va à la batterie. Tirez sur les câbles de chaque côté pour vous assurer que la connexion est assez forte, puis replacez la protection du breaker. On va maintenant connecter les gros câbles et les petits câbles au pôle des batteries. Remarquez ici que, à l'exception du chargeur MPPT, tous les appareils se connectent sur le pôle positif de la première batterie à gauche et sur le pôle négatif de la deuxième batterie à droite. On s'assure ainsi que la résistance dans les fils pour la batterie 1 et pour la batterie 2 est la même. Les deux batteries vont donc charger et décharger à la même vitesse. Pour le MPPT, vu qu'on a changé les deux pôles de batterie, on respecte quand même l'égalité de résistance tout en réduisant le nombre de connexions sur les pôles de batterie. Assurez-vous que les connexions les plus grosses sont en dessous des connexions plus petites, donc plus proches du pôle de la batterie. À l'aide d'un box de grosseur 14, serrez les vis à la main, puis ajoutez 1/8 de tour avec un ratchet. On va ensuite faire un peu de ménage dans tout ça et placer les fils d'une manière un petit peu plus esthétique. J'aime bien utiliser un certain type d'attache que j'ai trouvé sur internet, je vais laisser un lien dans la description. Insérez ensuite une fuse correspondant à l'utilisation maximum plus 50% pour chaque appareil que vous avez connecté. Vous pouvez ensuite les identifier avec les collants fournis. Il n'y a malheureusement pas de collant chaufferette, mais au moins, il y a un collant d'air de casque et de lumière de fouette. Vous avez presque fini de faire vos connexions. Une dernière étape qui reste, ça va être de précharger l'ondulateur. On va faire ça avec une ampoule et un fil. Le but ici, c'est de faire passer le courant lentement du pôle positif de la batterie au pôle positif de l'ondulateur. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là, le seul but, c'est de ne pas avoir d'étincelle qui laisserait une marque sur les appareils. Voici le processus une deuxième fois de proche. Vous pouvez ensuite prendre le fil et toucher les deux côtés du breaker pour vous assurer qu'il n'y a pas d'étincelle. Et vous pouvez ensuite mettre le breaker à on. On va maintenant faire le tour du chargeur MPPT. Tout d'abord, le voltage maximum des panneaux solaires que vous pouvez connecter est de 100 volts. Le wattage maximum est de 600 watts, ce qui va produire un maximum de 40 ampères. Et vous pouvez également brancher jusqu'à 25 ampères directement sur le chargeur MPPT. Pour faire le tour des données disponibles dans le MPPT, vous pouvez utiliser la flèche vers le haut ou la flèche vers le bas. L'icône en haut à gauche va vous indiquer de quelle partie de l'appareil on parle, donc des panneaux solaires, des batteries ou des appareils qui sont connectés directement sur le chargeur MPPT. Les unités, à droite, vont être en ampères, en watts, en wattheures ou en volts. Vous avez aussi accès au mode de fonctionnement des appareils qui sont connectés directement sur le MPPT par la sortie indiquée. Pour plus d'informations là-dessus, je vous invite à aller lire le guide d'utilisateur qui est disponible sur le site web de REE. Vous avez également les codes d'erreur et la température. Premier exemple ici, on a des panneaux et une batterie et une valeur en wattheures. Ça, c'est donc le total des wattheures qui ont été chargés par les panneaux depuis le dernier reset de l'appareil. Un autre exemple ici, panneau, batterie et un chiffre en ampères. Ça, c'est le nombre d'ampères qui passe des panneaux à votre batterie. Vous avez aussi une valeur de l'état de charge de la batterie, mais je vous recommande d'utiliser l'application qui va avec les batteries pour vérifier ce niveau de charge-là de manière plus précise. Vous avez également le voltage des batteries. Pour changer les paramètres du MPPT, maintenant enfoncez le bouton avec une icône d'engrenage. Vous devez premièrement choisir des batteries au lithium en utilisant la flèche vers le bas. Appuyez une seconde fois sur le bouton avec une icône d'engrenage pour passer au menu suivant. Changez le voltage de charge pour 14.6. Vous pouvez laisser le voltage des appareils connectés directement au MPPT à 12.6. Laissez le voltage de déconnexion à 11.1. Une fois que vous avez terminé, maintenant enfoncez le bouton avec une icône d'engrenage pour revenir au menu principal. Les lumières vertes à côté de l'écran vous indiquent si des panneaux sont connectés, si une batterie est connectée, si les appareils connectés directement au MPPT sont en cours d'utilisation et si vous avez un message d'erreur. Au niveau de l'ondulateur, pour le démarrer, vous avez simplement à maintenir le bouton ON enfoncé.
Pour faire le tour des paramètres, vous pouvez utiliser les flèches vers le bas et vers le haut. Vous allez avoir de l'information sur s'il y a du courant alternatif qui est connecté en input à l'ondulateur, des informations sur la batterie. Encore une fois, je vous suggère d'utiliser l'application de la batterie plutôt que l'ondulateur. Et les paramètres pour le courant de sortie. Pour modifier ces paramètres-là, maintenez le bouton Enter enfoncé. Pour une installation typique, assurez-vous que vous êtes en mode AC Line Priority. On va s'assurer comme ça qu'on utilise le courant du Shore Power pour alimenter les appareils et pour charger les batteries. Naviguez au menu Battery Type Setting et assurez-vous d'être sur un mode batterie au lithium. Changez le voltage de charge pour 14.6. Naviguez ensuite au menu Charging Current Setting et augmentez le nombre à 100%. Si vous avez une seule batterie dans votre setup, vous pouvez laisser cette valeur à 60%. Vous pouvez maintenant connecter les contrôleurs externes pour le MPPT et l'ondulateur. Ces derniers marchent exactement comme les écrans qui sont sur les appareils et vous pouvez utiliser les mêmes menus et changer les mêmes paramètres avec. Pour le chargeur DC-DC, une fois qu'il va recevoir du courant de votre alternateur, vous allez pouvoir changer le setting pour le mettre aux batteries au lithium. Pour connecter votre téléphone aux batteries, téléchargez l'application qui apparaît à l'écran. À l'ouverture de l'application, sélectionnez vos batteries, puis appuyez sur Connect. Vous pouvez maintenant visualiser l'état de charge de la batterie et allumer ou éteindre la charge et la décharge des batteries. Une fois que vous avez tout connecté, essayez tous vos appareils. Essayez le chargeur solaire, essayez le chargeur DC-DC, essayez l'ondulateur chargeur, essayez tous vos appareils et le plus important, partez tous vos appareils en même temps et allez toucher à chaque connexion auquel vous avez accès pour voir la température. Si une connexion est trop chaude pour que vous laissiez votre doigt dessus 2 secondes, c'est parce qu'il y a un problème. Ou bien le fil que vous utilisez est trop petit, ou le plus souvent, j'ai vu ça très souvent, la connexion n'est pas assez serrée. Une connexion qui n'est pas serrée est la première cause des feux dans les vannes. Ça ne fait pas sauter la fuse, mais le courant passe quand même, puis ça peut atteindre des températures amplement suffisantes pour que du bois, par exemple, prenne en feu. Donc cette étape-là est vraiment cruciale. Testez toutes vos connexions. Assurez-vous qu'elles ne sont pas trop chaudes. Si vous avez des questions, des commentaires, si j'ai oublié des choses, si j'ai dit des choses qui étaient fausses, n'hésitez pas et écrivez un commentaire en dessous de la vidéo. Chez REE, ça nous aide énormément d'avoir votre feedback pour rendre le processus d'installation d'un système solaire facile et sécuritaire pour tout le monde. Merci beaucoup pour votre temps et bonne installation.